Mesdames et messieurs, bonjour. Notre intérêt pour les enfants grandit de jour en jour. Ce sont eux l'avenir de demain. Éduquer un enfant aujourd'hui, c'est assurer un avenir meilleur pour notre pays, pour notre continent et pourquoi pas pour le monde. Quel accompagnement pour les enfants en situation de mobilité le long de nos corridors, de nos frontières en Afrique de l'Ouest et précisément dans la zone du Nigeria jusqu'en Côte d'Ivoire. Voilà situé un peu le sujet de ce jour. Nous allons donc parler de la mobilité de nos enfants. Vous êtes bien sûr ESAE TV sur votre émission dénommée Le Débat. Merci et bienvenue pour parler du projet qui prend en compte les enfants en situation de mobilité, notamment le projet Coral. Nous avons deux invités sur ce plateau. Mais avant de les présenter, il faut retenir que le projet Coral est un projet d'accompagnement protecteur des enfants le long du corridor Abidjan-Lagos. Le premier invité a nom M. Gervais Yansounou. Il est chargé de plaidoyer et de communication au projet Coral. M. Yansounou, bonjour à vous. Bonjour, madame. Monsieur Geoffroy Ouachinou accompagne M. Yansounou cette semaine sur ce plateau. Il est chargé du projet Coral. Monsieur Ouachinou, bonjour à vous. Bonjour, madame. Ce préalable fait, je me demande à qui je vais poser la première question. Au chargé du projet, c'est quoi un enfant en situation de mobilité? Merci, madame. Un enfant en situation de mobilité, c'est un enfant qui a quitté son milieu de vie habituel, qui s'est déplacé d'une zone A à une zone B. Un exemple palpable, c'est un enfant togolais qui se retrouve au Bénin dans le souci de trouver un mieux-être et qui se fait débrouiller dans les marchés, qui aide les gens, qui fait beaucoup d'autres activités génératives de revenus pour pouvoir se nourrir. Donc, en quelque sorte, un peu, c'est ce qu'on peut entendre par un enfant en situation de mobilité. Monsieur Yansounou, on vient de parler de l'enfant en situation de mobilité. J'ai une autre question par rapport à ça, mais avant, dites-moi, c'est quoi un enfant en situation de migration? Pour qu'on fasse en même temps la différence, si différence il y a. Au fait, on ne fera pas grande différence, mais au fait, on va dire que... Il y a une nuance au moins. Il y a une nuance. La migration, c'est ce désir-là de se déplacer dans l'intention d'aller s'installer dans un milieu. Mais la petite nuance par rapport au contexte de mobilité, surtout en Afrique de l'Ouest, c'est que c'est un projet d'aller pour chercher un lendemain meilleur. Un mieux-être. Un mieux-être. Donc, il peut varier, la situation géographique peut varier d'un instant à un autre. Donc, ce n'est pas un désir d'aller s'établir. On se déplace, on cherche le mieux-être. Si on ne trouve pas là où on est allé, on peut revenir, encore. On peut se déplacer encore. Donc, le mouvement, il y a d'un point A à un point B. Mais après, un mouvement permanent. Mais après, il peut changer. Donc, c'est pour ça que nous parlons de mobilité. Mais dans d'autres contextes, ça peut prêter à confusion. C'est pour ça qu'on ajoute la thématique en migration. Ouais. Monsieur le chargé de projet Coral, c'est quoi véritablement ce projet Coral-là? Merci, madame. Le projet Coral, c'est le projet de protection des enfants migrants le long du corridor Abidjan-Lagos, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria. Et ce projet couvre 25 localités dans tous les 5 pays de l'Afrique, de l'Ouest bien sûr. Et nous avons en Côte d'Ivoire, Abidjan, Bonoa, Grand Bassam. Au Ghana, nous avons Accra, nous avons Aflao, Roé. Au Togo, bien sûr, nous avons Lomé, nous avons Kévé. Chez nous au Bénin, nous avons Grand Popo, Comé, Cotonou, Semenkrake et Ode. Et au Nigeria, nous avons Lagos, Makoko, Abeokuta, Oshodi et Badagry. C'est un projet qui travaille dans le but de vraiment améliorer les conditions de vie des enfants migrants. Parce que selon les études, on constate que ces enfants subissent beaucoup d'injustice. Nous n'allons pas dire d'injustice, mais permettez-moi de dire que c'est de l'injustice parce qu'ils ne sont pas considérés comme si... Utiliser les mots qu'il faut, tant pis si ça choque. Donc l'injustice. Parce qu'on considère que ces enfants ne sont pas de chez nous et donc il faut vraiment ne pas les considérer. Les mépriser. Voilà, c'est le gros lot des travaux que nous menons sur le terrain, c'est pour pouvoir permettre à toutes les populations de mieux comprendre ce qu'est ces enfants et comment les assister et avoir une synergie d'action de protection en leur faveur.
Merci beaucoup. C'est ce que vous pouvez dire un peu. Ouais. Monsieur Yansoumo, pour compléter peut-être Monsieur Wachinou, pour mieux situer le contexte qui justifie évidemment ce projet, qu'est-ce que vous avez à dire? En fait, je vais parler, comme vous l'avez dit, du contexte et revenir un peu sur les objectifs du projet. Le projet s'inscrit dans un contexte régional caractérisé par un mouvement important des enfants. On sait dans nos expériences de capitalisation que 70% des mouvements en Afrique en général proviennent de l'Afrique de l'Ouest. Dans l'Afrique de l'Ouest bouge beaucoup, y compris les enfants de 5 à 18 ans comme il a dit. Les enfants sont à l'image des adultes. Justement. Et le projet s'inscrit aussi dans un contexte de mouvement sur le corridor. Parce que vous voyez... Les 5 pays que M. Wachinou a cités. Oui, dans ces 5 pays-là, on voit un développement important des villes, des grandes villes. On va parler d'Abidjan, de Accra au Ghana, de Lomé au Togo, de Cotonou et du Grand Lagos au Nigeria. Et dans ce mouvement, on sent aussi qu'il y a des villes qui attirent. Il y a des villes qui attirent comme Lagos et les autres grandes villes du Nigeria, comme Accra, comme Abidjan, pourquoi pas. Les grandes métropoles. Les grandes métropoles. Du coup, quand je dis ça attire, c'est que c'est l'opportunité financière que les enfants, les populations voient à ces niveaux-là. Donc, c'est dans ce contexte que le projet s'inscrit. Le projet s'inscrit aussi dans la continuité des actions de Terre des Hommes dans la sous-région, qui est une ONG qui s'occupe de la protection de l'enfance par rapport à la protection des enfants. Vous savez qu'on a de l'expérience dans l'exploitation, la traite, le trafic des enfants. Donc, c'est en travaillant sur cette thématique qu'on a compris au fait que dans le mouvement aussi, les enfants sont vulnérables et sont victimes parfois des abus. Donc, revenons au projet Chorale, c'est un projet qui vise au fait à améliorer la protection des enfants migrants en travaillant à réduire leur vulnérabilité et aussi à leur offrir des opportunités. Parce que s'ils bougent, c'est pour les opportunités. Et pour y arriver, on a une stratégie qui vise d'abord à renforcer les communautés que ces enfants-là traversent, pour permettre, pour permettre quand même de répondre en urgence à leur situation. On vise aussi à renforcer les cadres, les cadres légaux au niveau des pays en termes de loi pour permettre quand même à ces pays-là de répondre aux difficultés de ces enfants. Et on travaille aussi à faire la synergie entre les acteurs communautaires et les acteurs institutionnels parce que souvent le travail n'est pas facile à ce niveau. Donc c'est un peu le contenu du projet et au fait le cadre de mise en œuvre du projet. Et puisque le chargé du projet Chorale MAEJT est également sur ce plateau, Monsieur Wachinou, c'est quoi les objectifs généraux de ce projet-là et quels sont les grands champs d'action couverts par le projet? Merci beaucoup, madame. L'objectif global de ce projet, comme nous l'avions déjà dit dans nos explications, est la protection des... Rien que ça. Que ça, la protection des enfants migrants le long du corridor Abidjan-Lagos. Et donc, dans les explications de mon collègue, il a expliqué que nous travaillons, c'est en quelque sorte les objectifs spécifiques, il a essayé d'énumérer dans ses explications. Déjà. Oui, parce que nous travaillons à renforcer les communautés et à les appuyer pour que ces communautés répondent aux exigences ou bien aux préoccupations de ces enfants. Nous travaillons aussi à travers des plaidoyers au niveau des institutions, les mairies, en tout cas, ceux qui sont le gouvernement, techniques et financiers. Voilà, à changer aussi certaines lois ou bien à revoir la manière dont ces lois sont écrites avant et à les améliorer. Et nous travaillons aussi à avoir une synergie d'action entre les communautés à la base et les institutions pour que ces deux, ensemble, puissent mettre ensemble leurs énergies. Voilà, pour pouvoir mieux protéger ces les enfants migrants. Et donc, les grandes actions que nous menons, c'est surtout au niveau du renforcement des capacités, c'est-à-dire à travers les formations. Et l'autre activité, c'est les animations pour pouvoir permettre à ces enfants, dans nos points espoirs, que nous, dans notre image, nous appelons les groupes de base, pour pouvoir les permettre de se divertir à travers les loisirs, les jeux, le football,
Non, et puisque vous en parlez, on va aller en même temps dans les détails par rapport au renforcement des capacités. Qu'est-ce que le mouvement d'action des enfants et jeunes travailleurs fait sur le terrain concrètement? Voilà, merci beaucoup, madame. Sur le terrain concrètement, nous faisons les formations, c'est-à-dire nous offrons des renforcements des capacités sur diverses thématiques. Vous réunissez des enfants, c'est ça? Oui, des enfants et des jeunes, bien sûr, aussi des acteurs communautaires. Ce ne sont pas les institutions, mais quelques acteurs. Les autorités locales? Le regroupement des transporteurs, le regroupement des femmes et leaders de chaque communauté. Nous les regroupons, nous les offrons des renforcement des capacités. Vous les informez sur la question de la mobilité? Oui, nous les informons et aussi nous partageons avec eux nos expériences en matière de l'APE et accompagnement protecteur des enfants, que nous allons dire que c'est vraiment sur cet accompagnement-là qu'est basé le projet Coral, pour pouvoir permettre à tout le monde de comprendre que si nous sommes en face de ces enfants, il faut vraiment cet accompagnement-là pour lui permettre de jouir de sa protection, qui est le but global de ce projet. L'autre activité que je vais vraiment éclairer, c'est le plaidoyer. Le plaidoyer, je dis le plaidoyer parce que si nos autorités communales, les autorités départementales, gouvernementales, sont vraiment en synergie d'action, je pense que les activités sur le terrain, même, il y aura quelques changements de comportement. Parce qu'à chaque fois que vous avez des activités, ces autorités vous assistent. Il y a Est-ce qu'ils sont réellement présents ou est-ce qu'ils envoient toujours, ils sont toujours préoccupés parce qu'on connaît nos autorités, ils ont toujours d'autres préoccupations plus grandes que ces petites préoccupations, si je peux le dire ainsi. Bon, souvent, quand on les invite, ils sont toujours occupés à faire autre chose. Oui, on sait cela, mais c'est l'occasion de remercier quelques-unes de nos autorités qui sont vraiment engagées avec nous dans le cadre de ce projet. Et je pense que même s'ils sont occupés, parce qu'ils ne sont pas seulement là pour nous, mais ils sont là pour toute la population. Et ils nous envoient les représentants, ils nous donnent des conseils. Et ça a des impacts? Ça a des impacts vraiment. Et les populations ont vraiment confiance à nos activités que nous menons sur le terrain. Terre des Hommes, le projet Coral, au-delà du MAEJT, le mouvement d'action des enfants et jeunes travailleurs, qu'est-ce que vous faites également sur le terrain? Vous les complétez dans la formation ou est-ce qu'il y a d'autres activités? Le mouvement africain des enfants et jeunes. Mouvement africain, pardon. OK. Le projet est mis en œuvre, au fait, avec le MAEJT. D'accord, donc leurs actions sont vos actions. Justement, mais on a une organisation du travail. Le MAEJT est une association d'enfants et de jeunes. Et on parle de protection des enfants migrants. La participation des enfants est un point clé. Bien sûr, les enfants à se protéger. Et c'est pour ça que Terre des Hommes a fait l'option, même si elle semble pas compréhensible pour certains acteurs, de porter le projet avec des enfants et des jeunes. Du coup, les enfants et les jeunes prennent tout ce qu'il y a comme activité au niveau communautaire avec les enfants. Donc, c'est du pair à pair. Avec les communautés, leurs parents, vous comprenez, et avec les autorités qui sont aussi leurs parents. Enfin, les enfants s'expriment et expriment leurs inquiétudes. Terre des Hommes accompagnent ces enfants-là en accompagnement organisationnel pour renforcer leur organisation, pour leur permettre de s'améliorer dans ce qu'ils font. Et Terre des Hommes vient aussi par rapport à certaines activités spécifiques comme la formation des acteurs institutionnels, comme le plaidoyer au niveau national. Terre des Hommes aussi les accompagne pour le plaidoyer au niveau local, au niveau des mairies, on en a parlé tout à l'heure, et aussi dans l'intégration et la réintégration des enfants migrants. Donc, c'est un peu la collaboration qu'on a avec le MAEJT sur ce projet. On a un peu détaillé la question du renforcement des capacités, les différentes formations, l'information et la sensibilisation sur le terrain. Maintenant, il faut qu'on parle véritablement de l'intégration et de la réintégration. Parce qu'on a dit au départ de cette émission que les enfants en situation de mobilité, ils vont pour un mieux-être. Et qu'ils ne sont pas, ils peuvent, après avoir eu ce mieux-être, retourner chez eux, comme se déplacer encore vers un autre pays. Mais pourquoi est-ce que ces enfants ont-ils besoin d'être réintégrés ou intégrés à un moment donné? Monsieur Wachin. Merci, madame. Et ces enfants ont besoin d'être intégrés ou réintégrés parce que nous, dans nos actions, nous procédons étape par étape. C'est-à-dire, si nous rencontrons l'enfant, la première des choses, c'est de nous mettre dans sa peau, et écouter bien sûr ses difficultés, ce qui a fait qu'il s'est déplacé,
de son milieu de vie habituel pour pouvoir venir là où il est actuellement. Et nous, à travers cette écoute que nous faisons, nous arrivons à déduire beaucoup de choses. Mais bien sûr, en commun accord avec l'enfant qui lui-même propose ses solutions. Qu'est-ce que vous appelez un projet de vie? C'est à travers ces solutions proposées que maintenant nous arrivons à, ensemble avec lui toujours, à établir un projet de vie avec lui. Dans ce projet de vie, on peut avoir l'intégration ou la réintégration. Oui. Mais qu'est-ce qui souvent amène un enfant à être mobile au-delà d'aller chercher un mieux-être? Quelles sont les raisons qu'il donne souvent? Souvent dans les explications que nous avons eues avec certains enfants écoutés dans le cadre de ce projet, même avant ce projet, est qu'il y a des enfants qui, suite au décès de leurs parents, sont souvent maltraités par leur tuteur, bien leur marâtre, par les autres membres de la famille. Les autres membres de la famille, bien sûr. Et il y a également d'autres qui, compte tenu du suivisme, c'est-à-dire ils ont envie d'autres jeunes partir. Ils ont aussi le désir. Revenir heureux, donc ils ont envie de faire comme eux. Bien sûr, ils ont envie de faire comme eux. Il y a d'autres également qui, suite à quelques disputes avec leurs parents, bien, ils arrivent à lancer certains mots vraiment qui ne sont pas à l'honneur. Ça fait que les parents, ça les choque. Et ils savent que s'ils rentrent à la maison, on va les frapper. On a rencontré beaucoup de cas à Tokpa. Et donc, ces enfants sont nombreux. Et suite à ces... De peur de subir des violences physiques. Des violences physiques, ils fuient. Oui. Ils préfèrent fuir de la maison. Et donc, ça fait des années, ils restent dans la mobilité durant des années. Tout récemment, j'ai rencontré un enfant à Tokpa qui m'a dit qu'il n'a jamais vu ses parents depuis qu'il a eu à commettre ou bien commis un acte vraiment déshonorant parce qu'il a insulté sa maman. Ça fait qu'il a fui de la maison. Et donc, il y a plusieurs raisons qui expliquent. Et il a envie de repartir à la maison. Il a dit vraiment, s'il voit ses parents maintenant, il va fuir parce que ce qu'il a fait, c'est grave, il reconnaît. Je lui ai demandé, si nous, on va avec les parents, on les explique, on les demande pardon. Voilà, il a dit vraiment, là où il est même là, il trouve un peu d'argent à la maison, on ne lui donnerait pas cela, donc de le laisser. Mais nous, on a toujours continué des actions parce que avoir le cadre de vie de ces enfants, ce n'est pas du tout un cadre sain. Voilà, donc on est en train de mettre des actions dans ce sens pour pouvoir les changer mentalement, à savoir que l'être humain, vraiment, tout homme est faible, dit-on, donc on peut toutefois... Le plus important, c'est de reconnaître qu'on a eu tort. Voilà, donc on peut toutefois les raccompagner chez les parents pour que les parents les reprennent pour pouvoir les donner l'ombre familiale, comme on le dit. Donc, c'est un peu ça. Mesdames et messieurs, depuis quelques semaines que nous avons décidé de commencer par parler de nos enfants, de ce que nous devons véritablement les protéger, nous nous rendons compte que sans le vouloir, nos enfants nous offensent. Et sans le vouloir également, nous fuyons nos responsabilités. Mais il faudrait que chacun puisse retourner sur ses pas et reconnaître qu'il a fait une erreur et ensemble on peut avancer. Puisque nous parlons de l'intégration et de la réintégration de ces enfants, M. Yansounou, les enfants évoquent souvent comme nombre de raisons des violences. Des violences, mais souvent, est-ce que ce n'est pas une incompréhension entre cet enfant et ses parents qui fait que les enfants soit se retrouvent en situation de mobilité, soit en situation de vivre dans la rue? On peut dire ça. On peut dire que c'est une incompréhension, mais l'incompréhension ne justifie pas que le fait que l'enfant se retrouve dans la rue. Ce qui justifie le fait que l'enfant se retrouve dans la rue, c'est qu'il y ait des ressources permettant à l'enfant de pouvoir partir. Parce que si je n'ai pas compris. Si je ne m'entends pas avec mes parents et que je n'ai pas une solution de partir, je ne partirai pas. Oui, mais souvent, il y a les amis. Justement, c'est là que je veux venir. C'est-à-dire que nos zones en Afrique de l'Ouest sont caractérisées par l'habitude de partir. Si tu veux aller au Nigeria, il y a quelqu'un à côté qui a déjà fait l'expérience, qui peut t'amener, qui peut te dire comment partir. Si tu veux aller à Cotonou, il y a quelqu'un qui est déjà parti plusieurs fois, qui est là, qui peut. Et c'est ça qui fait la situation. C'est ça qui fait qu'on ne peut pas, à un moment donné, empêcher ce mouvement-là. Puisqu'il a parlé de la pauvreté, il a parlé du désir de développement, et il a parlé des violences aussi. Je peux aussi vous parler des situations de rejet de l'enfant, peut-être parce qu'on dit qu'il est sorcier, on en a rencontré beaucoup. Du rejet de l'enfant parce qu'on dit qu'il n'est pas poli. Il est sorcier pourquoi?
vous savez, nous recevons dans le cadre des enfants, nous recevons dans le cadre de nos activités des enfants accusés de sorcellerie. Pour quelle raison? Ce n'est pas les enfants dits sorciers, ce n'est pas qu'il est sorti d'une manière inhabituelle, non. Inhabituelle, non. Mais c'est qu'on pense qu'il a la sorcellerie, on l'accuse qu'il a la sorcellerie. Et donc il préfère partir. Et donc il préfère partir. Du coup, c'est un gros lot, une bonne quantité d'enfants qui se retrouvent dans cette situation, mais qui est caractérisée. Donc, moi, je vois ces caractéristiques de ces enfants migrants en deux parties. C'est-à-dire les enfants qui fuient la violence, comme vous venez de parler, les enfants qui fuient des situations hostiles de la famille et qui trouvent leur solution dans le départ. Et il y a les enfants, et là, ils ne s'entendent pas avec ses parents. Il y a les enfants qui partent parce qu'ils veulent aller chercher un mieux-être. Et là encore, il y a deux lots. Il y a des enfants qui partent sans informer leurs parents. Qui fuguent? Bon, on ne peut pas dire que c'est une fugue parce qu'il programme, il part. Arrivé là-bas, il informe les parents qu'il est parti. Que je suis parti. D'accord. Et là, le parent n'est pas informé au début. Mais il y a des enfants qui partent parce que c'est un projet mis en œuvre avec la famille. Parfois même, la famille cotise, contacte un oncle qui est de l'autre côté et dit « Mon enfant viendra rester avec toi pour travailler, pour gagner de l'argent, pour revenir soit payer la dot de sa libération, payer son contrat d'apprentissage, payer ses fournitures scolaires, payer sa contribution. » Bon, se marier, souvent, ça existe. Ouais, donc, il y a ces caractéristiques-là. Donc, revenons à l'intégration et à la réintégration. Notre approche, il a parlé de l'accompagnement protecteur de l'enfant. L'APE se met un peu, à une position contraire à l'approche du retour systématique, à la réintégration systématique. Vous voyez, dans la lutte qu'on a faite contre la traite de l'enfant, on a appris des habitudes. Lorsqu'on voit un enfant migrant, un enfant en déplacement, on prend peur, on commence par parler de la traite, on dit que c'est un enfant victime de traite, et on le rapatrie. Sans prendre en compte, comme il l'a dit, son projet, ses aspirations. Alors que l'enfant a droit à la participation. Oui, mais l'enfant a droit également à la protection. Oui, il a droit à la protection, mais on a droit de prendre en compte aussi son intérêt supérieur. C'est là ça devient... Un enfant qui retourne dans son cadre familial, c'est une manière de le protéger. Justement, le cadre familial fait partie des droits de l'enfant. L'enfant a le droit de vivre et de se développer dans son cadre familial. Mais ce cadre peut devenir inapproprié pour l'enfant. Donc, en fait, on ne prend pas un seul, dans la protection de l'enfant, on ne peut pas un seul principe pour travailler. On mixe les principes. Du coup, lorsque vous voyez un enfant qui n'est pas chez lui, qui est en situation de travail, vérifiez d'abord s'il est en situation d'exploitation dans ce travail-là. Vérifiez s'il est en situation de pire forme de travail. Vérifiez s'il est maltraité. S'il n'est pas dans cette situation-là, si c'est un enfant qui est scolarisé, qui est déjà venu passer un mois de ses vacances pour travailler, et que vous le rapatriez, sans prendre la peine de prendre l'argent qu'il a gagné pour ces un mois-là, est-ce que vous protégez cet enfant-là? Non. C'est pour ça que nous, on pense que dans cette question d'accompagnement protecteur de l'enfant, lorsqu'on prend l'enfant, il faut d'abord discuter avec lui, analyser la situation avec lui, avant de le retourner. Si le retour n'est pas la solution, travailler à son intégration sur place. Quoi faisant? Si l'enfant dit qu'il est en vacances, dans le cadre légal au Bénin, par rapport à la convention 138 de l'OIT, nos enfants peuvent travailler à partir de 14 ans. Si l'enfant est scolarisé et il vient à Cotonou pendant les vacances pour travailler avec sa tante, et le travail n'est pas une pire forme du travail, et quand vous le voyez, les vacances, un mois après les vacances, vous l'accompagnez à finir ses vacances. Et vous vérifiez si ce déplacement-là a été légal, parce qu'il y a la loi 2006-04 portant conditions de déplacement des enfants dans notre République au Bénin ici, qui cadre le déplacement des enfants. Si ce déplacement-là n'est pas cadré, cadrer le déplacement pour sécuriser. Dites-nous dans quel cas c'est cadré déjà. Justement, lorsqu'un enfant veut se déplacer au Bénin, l'enfant doit prendre un titre de voyage. C'est-à-dire que votre cousine qui est au village veut envoyer son enfant chez vous à Cotonou en vacances. Elle doit aller chez son chef quartier pour dire « Mon enfant veut aller chez tel ». Le chef quartier va vérifier avec le centre de promotion sociale de la zone si ce déplacement n'est pas à risque pour l'enfant. En vous posant quelques questions, bien sûr. Si ce n'est pas à risque, on vous délivre un titre de voyage. J'ai failli parler une de nos langues nationales.
Juste pour que l'enfant aille voir. Justement, c'est parce qu'on a peur des risques. Ou parce qu'on ne connaît pas. Parce que moi, vous venez me donner cette information. Moi, j'ai toujours quitté mes parents pour aller vers d'autres personnes pendant les vacances sans qu'on ne mette. Si vous êtes accompagné par un parent, il n'y a pas de souci. Oui, mais si c'est l'enfant seul qui doit voyager... si vous êtes accompagné, même pas votre parent, si votre parent n'a pas une pièce d'identité, on ne peut pas établir le lien. Pourquoi aux frontières, des fois, on demande des documents? Et nous, on a travaillé, c'est même pire. Aujourd'hui, à Comé, il a parlé du collectif des conducteurs. Le collectif des conducteurs de Comé veille à ça. Lorsque vous arrivez sur le parc de Comé aujourd'hui, avec un enfant, et vous n'établissez pas le lien de parenté, on va déposer l'enfant au commissariat. Non, attendez. Et si vous n'avez pas un titre de voyage, on va déposer l'enfant au commissariat. Non, non. Monsieur Ouattino, oui, madame. Un instant. Oui. Je veux comprendre. Oui. J'ai mon enfant. Je veux voyager avec mon enfant. J'ai peut-être pas l'acte de naissance sur moi. Oui. Donc, le seul fait de dire c'est ma fille, c'est ma nièce, ce n'est pas suffisant. Vous savez, en matière de Pourquoi droit, ça vous fait sourire? En matière de droit, il faut que vraiment... On puisse respecter les tests. Absolument. Et vous sortez avec l'enfant, c'est vrai, on ne sait pas devant Dieu, devant les hommes, on ne sait pas on a aucune conviction que c'est mon enfant. Que c'est votre enfant. Maintenant, il faut, selon les lois, les tests, il faut un papier maintenant qui atteste que cet enfant est né de telle personne, de telle personne. Et donc, du coup, vous avez intérêt. Et je pense que c'est aussi pour notre sécurité. Soyons sérieux. Non, en fait, c'est aussi pour notre sécurité. La question parce que je me rappelle qu'à une époque, c'était interdit. Vous ne pouviez pas voyager avec un enfant, même si vous êtes son parent. Il faudra avoir tout au moins le document là de naissance qui prouve que c'est votre enfant. Oui. Et dans la période, vous allez voir qu'il y avait eu beaucoup de vols d'enfants. Et donc, c'est pour régulariser tout cela qu'il est exigé qu'avant que vous sortiez avec un enfant, il faut qu'il y ait un papier tout au moins qui donc je prends le titre de voyage. Voilà. Donc désormais, je vais me conformer. Pour vous rassurer, oui, monsieur, pour vous rassurer, on va au-delà pour comprendre. On ne fait pas test. Lorsque, par exemple, vous n'arrivez pas à justifier au niveau de l'acteur communautaire qui n'est pas professionnel de la protection de l'enfant, vous n'arrivez pas à justifier le lien, il vous amène au commissariat. Le commissaire appelle l'assistance sociale. Déjà là? Oui. Il appelle l'assistance sociale et on échange avec vous. Si on arrive à comprendre, que c'est votre enfant, dans les échanges, ils ont les formulaires, ils ont les techniques, on veut vous laisser partir. Mais avant de vous laisser partir, on va voir le projet en amont, en aval. Est-ce que vous allez déposer l'enfant et revenir dans une situation d'extrême travail et on peut demander le numéro de la personne chez qui l'enfant va et appeler. Non, j'apprécie l'initiative. J'ai assisté à ça dans une mission de suivi sur le terrain. J'ai assisté à une situation comme ça. Ça s'est passé comme ça. Bon, est-ce qu'en vérité, ce que les parents disaient était vrai ou c'était autre chose? Oui, parfois, c'est pas vrai. Parfois, c'est je pense que c'est même ça qui fait qu'on corse la procédure. Parfois, c'est pas vrai. Et quand c'est pas vrai, c'est pour ça qu'on parle de synergie. On a cette synergie-là parfois, parce que c'est vrai que notre système n'est pas fonctionnel comme il le faut. C'est déjà un début. Mais c'est déjà un début. On a cette facilité-là, par exemple, d'appeler le centre de promotion sociale de la zone où l'enfant est en train de bâtir et de confier le numéro de la personne qui accueille l'enfant pour qu'on fasse un suivi. Quitte à ce que le suivi soit fait, on ne sait pas. Mais par exemple, dans l'expérience de Terre des Hommes, sur l'AS Abeokuta Zakota, je peux vous dire que c'est ceinturé. Abeokuta Zakota. Oui, Abeokuta au Nigeria. C'est ceinturé avec les associations communautaires. Lorsqu'un enfant aujourd'hui à Zakota est déscolarisé dans une école pour raison de mobilité vers le Nigeria, et que c'est une mobilité à risque pour cet enfant, en 2 semaines, la communauté béninoise au Nigeria, avec l'association qui a déclenché l'affaire au Bénin, peut faire revenir l'enfant. Il n'y a pas ce mois-là où il n'arrive pas à faire revenir des enfants. Bon, c'est rassurant, c'est pas inquiétant, c'est rassurant. Justement. Parce que ça protège nos enfants. Donc, enfants. c'est ce même mécanisme qu'on est en train de mettre en place dans le cadre du projet Coral sur le corridor Abidjan-Lagos, sur ces 5 pays-là. On travaille à ce que ces acteurs communautaires se mettent en lien. Les associations des ressortissants dans chaque pays, on travaille avec eux pour qu'ils se mettent en lien. On arrive à les rassembler à des ateliers où ils échangent et ils échangent leurs numéros, ils échangent leurs contacts pour qu'ils puissent, dans le cas de l'enfant qui est en train de bouger, dans chaque point de sa mobilité, on puisse le protéger. On puisse le suivre et sécuriser son parcours. Le retourner si c'est une mobilité dangereuse. D'accord. Mais on ne fait pas la phobie de la mobilité. Dès que l'enfant est en train de bouger, non, on ne fait pas cette phobie. Vous en parlez tellement que Monsieur Ouattino, quand est-ce qu'une mobilité est dangereuse pour un enfant?
Et nous parlons de la mobilité dangereuse. Lorsque l'enfant, pour son départ et dans sa zone de destination, arrivé, rencontre par exemple une personne avec qui il décide de rester et de travailler et avoir quelques revenus. Cette personne, au lieu de lui payer par exemple 500 par jour, lui paie 300 et ne lui donne même pas le petit déjeuner, le déjeuner même, le dîner. Et c'est dans ces 300-là que cet enfant va se nourrir durant toute la journée. Or, il a un but pour lequel il a quitté chez lui pour pouvoir venir à ce niveau. L'autre aspect, c'est que quand les enfants quittent chez eux, au lieu de prendre des circuits normaux, ils prennent pas. Par exemple, il doit traverser la frontière, connaissant très bien qu'il n'a pas les papiers pour pouvoir traverser la frontière. Ah, donc un enfant en situation de mobilité doit avoir des papiers? Normalement, pour pouvoir se protéger lui-même, il doit avoir des papiers. Comme quoi? Avoir son acte de naissance, ou bien s'il a une carte d'identité, ou bien carte scolaire, s'il est un élève. Carte d'identité scolaire. Oui, carte d'identité scolaire. Ou bien carte de membre AEJT, voilà. Ou bien s'il est, par exemple, un artisan, le cadre de membre qui atteste que cet enfant est coiffeur ou bien coiffeuse. Maintenant, si au lieu de remplir toutes ces formalités, il décide de contourner la frontière, de prendre par la brousse, par exemple. Par les lacs. Voilà, il peut tomber sur les personnes de mauvaises intentions qui vont toutefois l'utiliser à d'autres fins, le tuer, à la prostitution ou bien le braquer. Voilà. Et s'il décide de prendre par le lac, c'est là aussi un autre risque vraiment que l'on ne souhaite pas. Parce que toutefois, en allant, la pirogue, bien, la barque peut chavirer. Et là, on parle de la mort, ce qu'on ne souhaite pas. Donc, c'est en quelque sorte quelques aspects qui expliquent une mobilité dangereuse. Non, je pose les questions qu'il faut parce qu'il faut qu'on comprenne. Ça veut dire qu'un enfant qui décide de partir doit partir dans les règles de l'art. Oui. Et il faut accompagner et protéger cet enfant-là. C'est ça, hein? Si j'ai bien compris. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Sur la mobilité, allez-y. Dangereuse. Nous parlons de... Il y a deux niveaux de mobilité dangereuse, comme vous le dites. Mobilité à risque, de migration à risque. Il y a la mobilité précoce. Nous parlons de la mobilité précoce qui est caractérisée d'abord par l'âge de l'enfant. Quel âge? Dans notre contexte du Bénin, c'est 14 ans. Avant 14 ans, l'enfant ne peut pas bouger. Parce qu'on suppose que avant 14 ans, la scolarité obligatoire, la scolarité primaire, l'enfant doit faire ça. Il y a l'âge, il y a le projet de l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant veut aller faire? Il ne faut pas qu'il parte en aventure. Oui. S'il a un projet, est-ce que ce n'est pas un projet dans lequel il y a les travaux dangereux, l'exploitation? Est-ce que ce n'est pas ça? Donc, on vérifie ça. Et on vérifie si l'enfant a un contact dans la zone de destination. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des enfants qui bougent, ils ne connaissent personne là-bas. Bien sûr. Donc, il y a ces trois critères-là qui caractérisent la mobilité précoce. Elle est dangereuse et on lutte contre ça. D'accord. On travaille pour réduire, pour empêcher les mobilités précoces. Maintenant, l'enfant peut avoir l'âge d'aller travailler. L'enfant peut avoir l'âge d'aller travailler et avoir une mobilité à risque. Il a parlé des migrations irrégulières. Clandestines. Lorsque l'enfant n'a pas les papiers pour bouger, il n'a pas de contacts et il bouge, c'est à risque. Parce qu'il ne passe pas par la frontière, il ne passe pas les voies détournées. Ouais. Vous savez que les Béninois partent au Nigeria à moto. Oui. Dans ce cas, ils vont à moto et ils passent par la brousse. C'est dangereux. Et quel que soit l'âge... Moi, malgré mon âge, je ne le ferai même pas. Quel que soit l'âge, c'est dangereux. Le projet, tu peux avoir 16 ans, tu as le droit de travailler, tu peux avoir 17 ans, mais tu fais un projet où, dans ce projet-là, tu n'as aucun contact sur les lieux, tu n'as aucun projet. Donc, tu as appris qu'au Nigeria, on travaille, on gagne l'argent, un naira fait, un CFA, et tu t'en vas. C'est à risque. Donc, c'est un peu les éléments qui caractérisent les mobilités à risque. Et nous, on sensibilise les communautés pour réduire ces mobilités-là. Parce que dans la mobilité, il y a le côté développement. Oui, la migration, il y a le côté développement. Mais il faut quand même vérifier si ce n'est pas une migration à risque. Si ce n'est pas à risque, maintenant, on accompagne pour permettre à la personne de jouir des fruits de sa mobilité. Donc, c'est possible. Oui. Maintenant, je vous ai entendu parler de référencement. Référencement, oui. Ça me revient toujours quand je parle des questions d'enfants. Je n'ai jamais compris pourquoi. Quand on parle de mobilité, pourquoi il y a référencement?
Le référencement, c'est le fait de référer un cas, une situation vers une personne, une organisation crédible. C'est-à-dire, je constate un enfant en situation de mobilité, je contacte MAEJT. Là, ça s'inscrit dans un cadre de synergie, de système. Parce qu'on a parlé de l'APE, l'APE est caractérisée par plusieurs approches, dont l'approche système. L'approche système voudrait que les acteurs travaillent dans une chaîne. Tout le monde n'a pas les mêmes compétences. Et dans la protection de l'enfant, c'est un travail pluridisciplinaire. Du coup, j'ai parlé tout à l'heure de l'association communautaire, par exemple. Une personne, un membre d'une association communautaire n'est pas spécialiste de la question de protection des droits de l'enfant. Mais elle est une personne ressource de la communauté qui, sur la base de son expérience, des différentes formations qu'elle a reçues, elle est un peu friendship. Elle comprend les enfants, elle comprend un peu les droits des enfants, elle peut accompagner les enfants, elle est sensible à la question des enfants. Donc, cette personne n'est pas professionnelle. Du coup, lorsqu'elle sent un danger, elle peut protéger en urgence et référer aux spécialistes. Protéger en urgence, c'est-à-dire garder l'enfant. Par exemple, je vois un enfant qui est en train de partir sans un accompagnement. Et je sens que cet enfant-là ne connaît rien de Cotonou, mais dit qu'il veut aller travailler à Tokwa. Il ne connaît personne. Je l'arrête. Je discute avec lui. Je dis, mais assistant social du CPS, je suis en train de sentir un danger ici. Est-ce que vous pouvez venir écouter? Le professionnel vient, il écoute. Mais quand le professionnel vient, il écoute. Et il sent que cet enfant-là, par exemple, est un enfant qui a un problème de parenté, par exemple, depuis la maison, mais qui est un enfant qui risque même d'être en conflit avec la loi. J'appelle l'officier de police judiciaire qui m'éclaire avec ça, sur cette situation-là. Et je suis en train de travailler, je remarque que cet enfant a besoin de se retourner. CPS, je n'ai pas un budget à côté pour le retourner maintenant. J'appelle une ONG à côté qui a un projet dans ce genre. Il vient m'accompagner. Je peux même parfois on fait des conférences de cas. Je peux inviter plusieurs acteurs, AEJT, Terre des Hommes, que je connais dans la localité, à venir m'accompagner. Et on s'assoit, on discute du cas. Donc c'est dans ce cadre qu'on parle de référencement. Il faut bien comprendre. Et dans quel cas vous parlez de plaidoyer, c'est seulement envers les organisations, les institutions, les PTF, ou c'est également avec les familles? Oui, merci madame. Et d'abord, quand on parle de plaidoyer, ça vise un but, c'est-à-dire à changer quelque chose, mais à obtenir un résultat. Maintenant, ce résultat, dans le cadre de nos activités, nous visons toujours l'amélioration des conditions de travail ou bien de vie des enfants migrants. Donc, il faut aller au niveau de ceux qui ont des influences pour pouvoir nous soutenir dans le cadre de ces activités. Bien sûr. Et donc, c'est pourquoi nous visons surtout les autorités communautaires, institutionnelles, ces deux champs. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord. Chers invités, si aujourd'hui je suis cette émission et que j'ai envie de vous accompagner en tant que personne simple, amie des enfants, friendship, vous avez dit non, amie des enfants, qu'est-ce que je devrais faire comme action? Si vous voulez nous accompagner, permettez-moi de revenir un peu sur le plaidoyer. Oui, sur le plaidoyer, c'est un point très important sur le projet Coral au Bénin actuellement. Notre plaidoyer au Bénin actuellement, c'est d'abord vers l'État central. Vous savez, on a pris un code de l'enfant. Nous avons fait le plaidoyer pour que la mobilité intègre le code de l'enfant. Et c'est dedans, dans la section 4. Mais on veut aller au-delà de cette question d'intégration, mais de prendre des lois opérationnelles. Par exemple, le décret d'application de cette section de la mobilité, qui permet quand même, par exemple, on a parlé de la loi de portant de déplacement des enfants. Oui, vous en avez parlé. Que cette loi-là, par exemple, soit revue, que les acteurs soient accompagnés dans toutes les localités de notre pays à la mise en œuvre de cette loi-là. Parce que ce n'est pas évident que dans toutes les communes, les gens sont capables de vous délivrer ce titre de voyage-là. Et ça porte à un problème. Et l'autre chose, nous faisons un plaidoyer au niveau local pour que les autorités locales, nos autorités locales, des zones d'intervention du Coral déjà, prennent en compte la question de la migration dans leur politique de développement local. Vous prenez par exemple une commune comme Semepoji, où la grande partie de la population est migrante. Vous voyez, il y a plein de migrants à Semepoji, par exemple. Prenez une commune comme, par exemple comme Grand Popo, à Goué, où vous ne pouvez pas aller à Goué sans rencontrer des enfants migrants. Qui sont en transit dans les jardins, qui font des petites tâches. Donc il faut que ces communes-là travaillent à prendre en compte cette question. Qu'ils intègrent la question de la mobilité. Migration des enfants, qui participent quand même au développement local. Donc nous faisons ce plaidoyer-là à l'endroit de ces acteurs-là
à travers des ateliers de formation, vous l'avez bien sûr dit. Mais je peux dire que les autorités sont ouvertes. Les autorités sont ouvertes. Et déjà, nous travaillons aussi avec les centres de promotion sociale au niveau local. Et tout le monde nous accompagne. Maintenant, revenons à votre question par rapport à ce que vous... Il y a une personne qui est restée longtemps immobile face à la mobilité d'un enfant, même si l'enfant est en situation difficile ou de danger et qui n'a jamais rien fait, mais qui aujourd'hui se dit, puisque dans ma communauté, il y a un tel problème, je veux faire quelque chose. Moi, je crois qu'il y a un danger, il y a quelque chose qui se passe au Bénin qu'on prend, qu'on banalise. C'est-à-dire la situation de vie de mon enfant a accouché, je vais chercher un autre, ma femme a accouché, je vais chercher un autre enfant au village pour venir m'occuper de lui. Pourquoi vous dites cela? Tout le monde a... La plupart des Béninois, des intellectuels, même des personnes qui connaissent les droits de l'enfant, le font. Dites ce que vous voulez dire. Donc, moi, je pense que le simple Béninois qui veut accompagner les enfants en mobilité doit déjà travailler à ce que ces mobilités-là, qui sont déplacées des enfants pour venir être aide de maison, qui sont à risque, parce que tout n'est pas à risque pour les enfants, qui sont à risque pour ces enfants-là, les réduire. L'autre chose... Donc, finir avec ce phénomène-là. Oui. Un enfant de moins de 14 ans qui est scolarisé, qu'on va déscolariser pour venir s'occuper d'un enfant. Est-ce qu'on déscolarise l'enfant ou c'est le parent qui prend la décision? Même si le parent prend la décision et vous êtes à Cotonou, vous êtes intellectuel. Mais il y a des enfants qu'on prend comme ça, mais qui reviennent et qu'on met à l'école, non? C'est pour ça que je dis à risque. J'ai vu des gens qui ont pris des enfants comme ça et l'enfant va à l'école avec leur enfant. Là, c'est bon. Ah, là, c'est bon. Mais j'ai vu des enfants qui prennent, des gens qui prennent les enfants. Leurs enfants vont à l'école. Mais l'enfant là ne va pas à l'école, il est à la maison. Là, c'est grave, c'est dangereux, c'est du péché. Au-delà du non-respect des droits de l'enfant, c'est du péché. Parce que vous, c'est un choix des parents de cet enfant. Oui, mais vous aussi, vous êtes citoyen, comme vous l'avez dit. Et la protection de l'enfant, c'est d'abord le parent. Donc, essayez déjà de faire comprendre le garant de la protection de son enfant. Et en deuxième niveau, c'est l'État. Et l'État, c'est vous, c'est moi. Je suis d'accord. Donc, c'est dans ce cadre que je dis, si vous êtes un citoyen simple, vous pouvez déjà commencer déjà à sensibiliser les gens par rapport à ça. Et aussi à sensibiliser les gens à référer. Lorsque vous voyez un enfant en situation d'abus, de danger, référez au centre de promotion sociale. Notre pays est faut dénoncer. Notre pays est réparti en termes de centre de promotion sociale. Il faut dénoncer. Oui, bon, dénoncer, c'est un peu trop fort. Quand je dis dénoncer, c'est fort. Parce que si vous ne savez pas faire, ça peut se retourner. Oui, mais c'est souvent de ça qu'on a peur et on ne dit rien. Justement, mais il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Vers la police. La police est ouverte. Elle est ouverte par rapport aux questions de protection de l'enfant. Oui. Si c'est protection de l'enfant. Pas tout, la police. Quand tu viens là, ils te disent, tu racontes, ah, pardon. Si c'est la protection de l'enfant, je peux vous dire qu'ils sont ouverts. Mais ça dépend aussi de la manière dont on a abordé la police. Ah, on devrait l'aborder comment? Oui, au fait. Toi qui es en situation de dénonciation, toi qui veux aller porter une plainte au niveau de la police, tu ne peux pas aller avec une posture que je vois là, une posture... Non, décrivez la posture. Oui, en fait, tu vois la police, tu sais que la police, elle est là pour ta sécurité, elle est ouverte, elle est prête à t'écouter. Maintenant, tu vas lui dire, chef, il y a tel problème ici. Il ne va pas t'écouter, d'autant plus qu'il a son œil de notre côté, il est en train de regarder ce qui se passe. Oui, mais si, par exemple, c'est un moment où, par exemple, un enfant est Ville-Omégon, comme l'a dit M. Yansoumou, et cet enfant se fait battre à longueur de journée, et ce jour-là, choqué et dépassé, j'ai décidé d'aller dénoncer pour qu'on vienne prendre la personne sur le flagrant délit. Je dénonce comment ça va comme ça. Ce que M. Wachinou dit est important. Parce qu'il y a une manière d'aller vers les administrations que les gens ne comprennent pas souvent. Et quand moi j'oriente, parce que moi j'oriente beaucoup vers les centres de promotion sociale, quand j'oriente vers les centres de promotion sociale, on me dit, aïe donc, et on sait pas. Comment toi-même tu vas vers ton administration? Il y a cette manière-là. Quand vous allez par exemple dans une administration à 13h, on vous dit on est à la pause. Et vous commencez par insulter les gens. Voilà. Moi, je vis ça avec les centres de promotion sociale. Donc, il faut aller aux heures de travail déjà. Moi, je vis ça avec les centres de promotion sociale. Il y a la manière d'aller, vous allez dénoncer un cas et vous n'avez pas, par exemple, les informations nécessaires, le quartier. Moi, je pense que quand vous voulez aider, il faut vraiment aider. Voilà. Il faut vraiment aider. Les gens amènent des enfants chez nous, à Terre des Hommes, par exemple. Ils disent, j'ai vu l'enfant dans la rue, je vous l'amène. Non, nous ne l'amenez pas parce que nous, on n'est pas l'État. Amenez l'enfant à la brigade des mineurs. Dites que vous êtes déjà venu à Terre des Hommes. Terre des Hommes vous a dit d'amener l'enfant. Nous, on viendra. On me dit non, on laisse l'enfant là, on part. Oui, mais monsieur, chers invités, il y a un problème. Moi, je vais quelque part pendant que j'ai remarqué que cet enfant est dans une situation. Oui. Le seul réflexe que j'ai, c'est le seul endroit que je connais peut-être qui est Terre des Hommes, qui est une ONG que je connais ou un commissariat le plus proche. Des fois même, ils amènent ça dans des radios ou dans des chaînes de télévision. Oui, oui, mais s'ils amènent et qu'ils disent que ce n'est que ce canal qu'ils connaissent, c'est souvent difficile aussi
pour des personnes travaillant dans ces institutions de prendre ces enfants, on les réoriente, mais souvent, à cause de leur emploi du temps, ils trouvent que c'est tracassant. Là, ils négocient. Voilà. Parce que quand vous finissez de vous fâcher, vous laissez l'enfant. Nous, on ne va pas laisser l'enfant. Nous, on va nous occuper de l'enfant. Mais vous agissez sur nos normes et notre agenda. Mais si vous négociez, on peut garder. Mais vous ne négociez pas et vous prenez une posture. Si vous faites cette posture-là au niveau de la police, il ne faut pas vous écouter. D'accord. D'accord. Oui, monsieur Wachimou. Même dans ce cas, si on rencontre l'enfant qui a été vraiment maltraité et on sait que c'est vraiment grave, je pense que nous, en tant que citoyens, nous, en tant qu'être humain qui avons de sang vraiment qui coule dans nos veines, nous devons apporter, nous, nos soutiens d'abord. C'est-à-dire parler avec l'enfant, le calmer, vraiment, permettez-moi le calmer d'abord, lui donner une confiance tout en le rassurant. Parce que vous savez que si vous quittez là, vous allez avec lui au commissariat. Mais il y a des occasions où vous intervenez, mais vous ne pouvez pas partir avec l'enfant. Et permettez-moi, vraiment, c'est vrai, vous ne pouvez pas partir avec l'enfant, mais donnez-lui cet espoir-là pour que tout au moins il sache que il a quelqu'un qui veut vraiment parler de son cas au niveau d'une autorité. Maintenant, ça va vous permettre d'aller au niveau de la police avec un langage, c'est-à-dire avec une posture qui va vraiment permettre à la police de bien vous écouter. Parce que vous avez déjà calmé l'enfant et l'enfant sait que vraiment vous êtes désormais son porte-parole. Et donc, arrivé là-bas, vous allez expliquer maintenant la situation à la police d'une manière respectueuse parce que la police, elle est là pour notre sécurité. Nous devons les aider. Nous n'avons pas le droit aussi de les agresser. Donc, c'est un peu ça. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est d'abord de vous remercier et de vous dire vraiment merci pour l'accueil et lancer un appel vibrant à l'endroit de nos autorités, d'abord, qui nous assistent et nous accompagnent dans le cadre de ce projet. À faire plus. Et également à l'endroit de la population, de nous aider dans le cadre de ce projet, parce que c'est un projet qui parle de la migration des enfants, qui veut améliorer les conditions de vie des enfants migrants le long du corridor, donc qui nous assiste dans le cadre de nos activités, partout où l'activité sera menée, à Grand Popo, Komé, Cotonou, Kraké ou Owodé, que la population soit là et apporte un de plus à ces activités. Merci beaucoup, M. Wachimou. M. Yansounou? Oui, madame. Conclusion? Je vais vous remercier Isaïe TV et nos internautes, si ce n'est pas des téléspectateurs, et dire que vous faites du bien pour cette lutte, cette question de protection de l'enfant, vous participez bien et je vous remercie. Et par rapport, pour finir, je voudrais dire ceci, je voudrais dire que la question de protection des enfants migrants, elle est préoccupante. Elle est vraiment préoccupante parce que les chiffres actuels au niveau des enfants travaillant dans nos marchés, c'est alarmant, 7 882. Et je peux vous dire que 99% de ces enfants sont des enfants migrants. Des enfants en mobilité. Donc, pour arriver à ça, il faut de la collaboration. Il faut de la collaboration et je suis rassuré parce qu'on parlait de la dénonciation. Les ministères sectoriels avec les partenaires travaillent actuellement à mettre en place une ligne d'assistance qui facilitera aussi la dénonciation. Donc j'invite les populations à dénoncer, j'invite les populations à collaborer avec les associations communautaires pour la protection du genre des enfants. J'invite aussi nos acteurs étatiques à accompagner les enfants migrants. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, c'est toute l'équipe de Zaï TV qui vous remercie pour le travail que vous faites au quotidien. Le plus important à retenir, c'est que nous devons tous faire un travail d'accompagnement social dans le but de prévenir nos enfants et de les protéger de l'exploitation, de la maltraitance, de la traite, à travers une approche compréhensive des réalités que vivent ces enfants et leurs familles, avec leur participation active, bien évidemment, dans le but de rendre leur environnement, l'environnement des enfants, bien sûr, leur environnement communautaire et institutionnel,
plus protecteur. Et comme j'ai l'habitude de le dire, protéger un enfant, c'est plus que donner la vie à un enfant. Si aujourd'hui, vous avez cette chance-là d'avoir des enfants que vous protégez au quotidien, donnez-vous également cette opportunité-là de protéger des enfants qui ne sont pas de votre sang. Parce que ce sont des enfants et parce qu'ils sont des enfants, le bien que vous leur ferez aujourd'hui, vous le reconnaîtront demain. Donc tous ensemble, acceptons de protéger les enfants. Et si nous voyons des cas de maltraitance de ces enfants en situation de mobilité, dénonçons, accompagnons les autorités à mieux les protéger, référons-nous à des centres appropriés qui s'en occupent et ensemble nous dirons un jour, nous y avons été pour quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, si on parle d'environ 8 000 enfants qui sont en situation de mobilité et qui vivent en situation de travail très difficile, c'est parce que tous ensemble, nous avons été complices à un moment donné. Et donc, acceptons de ne plus être complices. Et comme le dit déjà cette autre campagne, au-delà de dire non au mariage des enfants, disons également non à la maltraitance de nos enfants. Je suis souvent très inspirée quand il s'agit des questions d'enfants, mais on va s'en arrêter là aujourd'hui. On va vous dire merci de nous avoir suivis. Désormais, Esaü TV, c'est également sur vos Smart TV, chez vous, dans vos maisons. Si vous avez cette Smart TV, tapez juste Esaü TV et vous les verrez parce que ce sont des télévisions innovantes, des télévisions nouvelles. Désormais, on n'est plus que sur Internet, on est également dans vos maisons à travers vos Smart TV. Et le lien www.esaütv.com. Le débat, à très bientôt.